L'invité de la matinale. KTO Radio. Du 16 au 24 février prochain, le diocèse de Metz et l'Institut Saint-Benoît invitent les catholiques à vivre un temps de prière pour la paix par l'intercession de Robert Schuman. L'occasion de revenir sur la figure de ce père de l'Europe et de sa vision, lui dont le procès de béatification est en cours. Pour en parler, nous sommes avec le père Grégoire Corneloup, prêtre du diocèse de Metz et président de l'Institut Saint-Benoît, patron de l'Europe, dont la vocation est de faire connaître Robert Schuman. Bonjour père. Bonjour monsieur. Euh, Première question, Père, pourquoi cette neuvaine de prière? Expliquez-nous. Oui, alors cette neuvaine de prière, elle vient à la suite de ce que le Seigneur nous demande, à tout chrétien, c'est de prier les uns pour les autres, d'être solidaires les uns des autres. Et donc, notre évêque a souhaité à nouveau faire une neuvaine de prière pour faire monter vers Dieu notre désir ardent que la paix puisse venir dans le monde entier. Alors évidemment, dans des situations très différentes, mais d'une manière générale, la paix pour le monde entier. Robert Schuman Voilà. est désigné comme l'un des pères de l'Europe avec Konrad Adenauer et Alfred de Gasperi, entre autres. Expliquez-nous quelle a été son idée et surtout sa vision de l'Europe. Oui, alors sa vision de l'Europe, elle s'inscrit dans un contexte de guerre, hein, lui qui est né à la fin du 19e siècle, il a connu l'annexion allemande de l'Alsace-Moselle, qu'on appelle souvent l'Alsace-Lorraine, et puis et en même temps, voilà, avec cette vision de pays qui s'entre-déchiraient avec des guerres successives. Lui, il est né dans ce contexte et étant à la frontière, il a pu avoir ce désir que vienne enfin la paix, quoi. Donc voilà, il est né dans ce contexte-là et puis prenant des responsabilités d'abord en tant qu'avocat au niveau professionnel et puis ensuite politique, il a pu se mettre au service des autres, voilà, pour faire advenir la paix. Et quelle a été son idée justement pour l'Europe et pour la paix qu'il a fait Alors, connaître? oui, oui, oui. Oui, ce qu'il a fait connaître, c'est que bon, il a commencé à être député français à partir de 1919, et puis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec évidemment l'Europe qui était par terre. Petit à petit, il a eu le désir de créer des liens entre la France et l'Allemagne. Et son intuition, c'était ce qu'on appelle la CECA, la Communauté européenne de charbon et de l'acier, de mettre ensemble sous un organisme commun les productions de fer et de charbon de l'Allemagne et de la France, ce qui en fait ne permettait plus de faire des canons, hein, de faire des armes, et donc on pourrait dire que la France et l'Allemagne se neutralisent en le décidant eux-mêmes pour qu'il y ait plus cette possibilité de guerre, quoi. Voilà, donc ça a été une intuition très technique, d'une part, mais qui vient bien plus profondément de sa vision chrétienne du monde, en fait, hein, de la société. Robert Schuman a vécu à Sichezel en Moselle, dites-moi si je le prononce mal, Si Chazelle. à Oui, oui. quelques kilomètres de Metz. On peut d'ailleurs visiter sa maison. Alors qu'il était Oui. ministre des Affaires étrangères, c'est là qu'il a imaginé justement ce pacte et finalisé ce premier pacte européen qui s'est Oui. concrétisé le 9 mai 1950 et c'est ce qui a débouché sur la création de l'Europe comme on peut la connaître aujourd'hui. Oui, alors, il était député de la Moselle. Il a acheté une petite maison une maison, disons, dans un cadre très très porteur, juste à côté d'un couvent, et en fait, étant député en semaine, il travaillait à Paris et puis, le week-end, il revenait chez lui, et c'est dans ce lieu-là qu'il a pu rédiger, alors bon, il avait été soufflé par, Jean Monnet, mais rédiger cette déclaration du 9 mai qui est, comme vous venez de le dire, on va dire le lancement officiel de l'Europe. Ouais. Il avait la volonté de vouloir placer la paix, voilà, au centre du projet, européen. Ces dernières années, Oui. on a pu justement craindre un peu pour cette paix après l'invasion de la Russie en Ukraine et 2 années de guerre. Cette vision de Robert Schuman est-elle encore d'actualité aujourd'hui en Europe? Alors c'est vrai que la vision de Robert Schuman, elle peut être un petit peu mise à mal, étant donné
le contexte. Mais il me semble que le contexte n'est pas plus difficile aujourd'hui qu'au moment du 9 mai 50, parce que 9 mai 50, c'est la guerre froide, c'est le nucléaire, enfin la bombe atomique, etc. Mmh. Donc, vous voyez, il y a des similitudes entre aujourd'hui et puis hier. La paix, elle est pour toujours. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse s'inspirer, que les gens qui sont aux commandes, comme on dit parfois, puissent s'inspirer de prédécesseurs qui, eux, ont réussi à faire la paix, ce qui n'est jamais gagné. Mais ce qu'on voit surtout avec Robert Schuman, c'est qu'il y avait d'abord cette intention de faire la paix. Et nous, au niveau de l'Institut Saint-Benoît, on fait prier et on prie beaucoup pour que vienne dans le cœur des hommes le désir de la paix, que toutes les contradictions qui peuvent exister, qui parfois sont légitimes, ne soient pas l'occasion de guerre, mais plutôt de débats qui peuvent être fructueux, vous voyez. Alors, Ouais. au niveau international et au niveau des nations, c'est sûr que c'est toujours un peu difficile, parce que il suffit qu'il y ait un dictateur qui arrive au pouvoir pour que cette raison qui va vers la paix ne soit pas entendue. Mais en tout cas, vraiment, je pense que le but, c'est que tous, à quelque échelon qu'ils soient, puissent avoir cette conviction et ce désir de paix, et de travailler activement à la paix. Voilà. Vous parlez, beaucoup dans l'Institut de, Saint-Benoît de la figure de sainteté de Robert Schuman. Quel homme politique Oui. était-il? Alors ça, c'est vrai que c'est une figure inspirante. Nous, on travaille à faire prier pour la paix, évidemment, mais aussi à le faire connaître comme figure inspirante. Je pense que c'est un modèle pour les jeunes. Même si quand on voit sa photo, on voit un vieux monsieur chauve et moustachu, mais oui, il faut le dire. Mais quand on regarde l'ensemble de son parcours, on voit que c'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, en fait, d'abord, a été très studieux dans ses propres études, dans ses compétences. Il a acquis des compétences qu'il a pu ensuite mettre au service des autres. Donc ça, c'est important. La vie de prière, les mouvements d'église, de jeunesse, tout ça, ça a été très important pour lui, et ça, c'est ce qui a fait qu'il a pu devenir ce qu'il est. C'est-à-dire qui aurait misé sur lui quand il était jeune, et puis avec la providence, son destin, on pourrait dire aussi, eh bien, il a su dire oui au bon moment pour être quelqu'un qui sert les autres. Donc ça, je trouve que pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est très porteur. Et puis évidemment, un modèle de chrétien qui, dans son action, va aussi prier et va se nourrir à la source, en fait. Vraiment, qui Et est noble. serait-il possible aujourd'hui d'avoir un nouvel homme politique sur le modèle de Robert Schuman en 2024? C'est Je pense qu'ils sont cachés, mais je pense qu'il y en a. À l'Institut Saint-Benoît, on n'est pas très on n'aime pas beaucoup cette expression, vous savez, qu'on dit, sur un comptoir de café: «Tous pourris». En ouais. fait, on rencontre des gens qui sont très motivés dans ce qu'ils font, et beaucoup plus souvent qu'on ne croit, au service du bien commun. Et alors effectivement, plus on avance, plus c'est difficile de slalomer entre les embûches, de l'orgueil, par exemple, de la gloire, de l'argent, et cetera. Mais je pense qu'on peut vraiment les voir. À titre personnel, hein, en tant que curé de paroisse qui est en contact avec des maires de village, même des députés, des élus, je me dis que oui, il y a des gens qui prennent ce chemin-là. Après, c'est sûr que Robert Schuman, il est vénérable, ça veut dire qu'on a reconnu ses vertus chrétiennes de manière, enfin là, qui ont été vécues de façon héroïque. Mais il y a des très belles semences, il faut ouvrir les yeux. Et puis je pense que bon, c'est un peu notre esprit français parfois de se dire: «Tous pourris, tout va mal». Non, regardons de plus près, et chaque petite action posée par un élu en faveur de ses concitoyens nous fait dire: «Ben non, tout ne va pas mal, il y a des belles choses». Voilà, donc c'est changer les lunettes et voir qu'il y a des belles choses. Sans être naïf évidemment, parce que, bah, oui, la guerre est à nos portes, ça c'est vrai. On a parlé de la guerre, autre sujet crucial qui concerne la souveraineté européenne, la crise agricole. La colère touche vraiment tout le continent. En ce moment, il y a des blocages en Catalogne, Oui, pardon, autour notamment de Pontos, qui est le Rungis espagnol. L'Europe d'aujourd'hui oui. ressemble-t-elle à celle imaginée par Robert Schuman, le chrétien? Alors c'est une question qui est difficile, parce que c'est difficile de se mettre dans la tête de Robert Schuman. Il y a peut-être un élément ou 2 de discernement, par rapport à l'Europe telle qu'elle est, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui elle est très décriée, et d'ailleurs
C'est, on pense que l'Europe d'aujourd'hui est l'Europe de Robert Schuman. Personnellement, en regardant d'un peu près, je me dis: «C'est pas vraiment ça». Mmh. Mais il y a quand même le principe de subsidiarité qui est un principe qui est au fondement de l'Europe, de la pensée, de la doctrine sociale de l'Église d'une part, de la pensée de Robert Schuman d'autre part, et puis de l'Europe même aujourd'hui telle qu'elle est. Et ce qui semble poser problème aujourd'hui, c'est ce principe de subsidiarité où on a l'impression que, enfin pour les citoyens, l'Europe est lointaine. L'Europe impose des choses alors qu'elle devrait être au service de la liberté. Et donc là, il y a peut-être un élément clé de réforme au niveau des institutions. C'est pas facile parce que l'Europe, c'est un gros paquebot. Oui. Et donc, pour faire le virage, c'est pas simple. Alors on croit parfois que c'est par une colère exprimée, de façon violente que les choses vont pouvoir avancer. J'ai un peu peur que ça fasse pire que mieux, comme on dit. Mais, cela dit, que faire quand on est agriculteur et on est dans cette situation? Donc je dirais que personnellement et puis au niveau de l'Institut de Saint-Benoît, on n'a pas de on n'a pas de solution, mais simplement c'est revenir aux sources de ce qu'est l'Europe et puis de la doctrine sociale de l'Église qui est, finalement, à l'origine de ce qu'est le projet européen. Et à la C'est base ça. de l'Europe de Robert Schuman aussi, le marché unique n'existait pas. Il y avait Oui. un marché, libéral qui n'existait pas encore. Est-ce que ça aussi, ça porte atteinte un peu à la vision qu'avait, Robert Schuman, de l'Europe? Alors j'avoue ne pas être, expert sur des situations, sur l'aspect économique. Je pense qu'il y a quand même, dans la vision de Robert Schuman, la notion de liberté. Donc voilà, alors après c'est vrai qu'on est dans un contexte, géopolitique mondial qui est très différent de celui de Robert Schuman. Donc là je pense que c'est aux économistes et certainement aux économistes, chrétiens inspirés justement par cette doctrine sociale de trouver des pistes. Il y a de très belles choses, hein, il y a souvent des conférences, je pense aux Bernardins par exemple qui vont étudier, ou les jésuites qui vont étudier toutes ces choses-là. Donc je pense que là il y a à creuser, on peut s'alimenter, notamment, bah, je sais que KTO diffuse aussi, Oui, oui. KTO TV diffuse, souvent de très belles conférences qui donnent à penser et à agir aussi. Voilà. L'Institut, Saint-Benoît, a la vocation de faire, connaître, Robert Schuman, on l'a dit. Où en est son procès, de béatification pour, finir, Oui. Père? Oui, oui, oui. Alors les choses avancent bien. Donc le procès a été lancé dans fin des années 1980, jusqu'à, on va dire des années 2000-2015, il y a eu la rédaction de ce qu'on appelle la Positio, qui est une sorte de gros ouvrage qui a été, fait et donné, au Saint-Père. Il a été reconnu vénérable il y a 2 ans et demi, et puis, et bien maintenant on attend en fait, un miracle pour que l'Église puisse et le pape puissent reconnaître officiellement qu'il est bienheureux. Aujourd'hui, le fait qu'il soit vénérable, c'est très encourageant. Ça veut dire qu'on le montre vraiment comme modèle. Donc j'invite vos auditeurs, eh bien, à aller, découvrir sa vie qui est encore une fois très inspirante. Alors il y a plusieurs ouvrages qui ont été sortis, pour cela. Merci Père, Voilà. Grégoire Cornoulou. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Saint-Benoît et prêtre, dans le diocèse de Metz. Je rappelle que vous proposez une neuvaine de prière pour la paix par l'intercession de Robert Schuman du 16 au 24 février. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir.